Ok, bonjour tout le monde. Alors, nous sommes maintenant rendus au numéro 5 du TP9 et on continue ce qu'on est en train de faire avec les numéros 3 et 4, c'est-à-dire de traduire les différents résultats de calcul intégral qu'on a dans le langage ordinaire si on veut. On veut le traduire avec le langage plus puissant, plus abstrait, plus général, des formes différentielles. Donc là, on s'attaque au théorème de Stokes. Quelles sont nos hypothèses? On va prendre quelques secondes pour s'assurer qu'on a tous les éléments à l'esprit. Donc, on suppose maintenant que la surface orientée S du numéro précédent est bordée par une courbe C orientée positivement par rapport à S. Donc, allons-y d'abord pour ça ici. Je vais faire des petits dessins, s'assurer qu'on sache ce que ça veut dire être orienté positivement par rapport à S. C'est peut-être une discussion qu'on a déjà eue, mais ça vaut la peine d'avoir ça à l'esprit, bien que ça ne jouera pas un énorme rôle. Donc ici, on a Z, Y et notre axe des X. Ici, on est dans R3, bien entendu. On peut se donner une surface S. Donc, je vais essayer d'en faire une un peu plus différente qu'à l'ordinaire. Donc ça, c'est ma surface S. S. Et on dit qu'elle est bordée par une courbe C orientée positivement. Donc ici, ça peut être ma courbe C en jaune. Orientée positivement par rapport à S. En fait, avant de savoir si C est orienté d'une certaine façon, il faut connaître l'orientation de S. Donc ici, on va supposer que S, en fait, comme dans le numéro précédent, ça veut dire que le choix normal à S est compatible avec l'orientation de R3 usuelle. Donc ça, c'est notre vecteur normal à notre surface et on en a un en chaque point. Il pointe vers l'extérieur. Donc en fait, ça, c'est ce qu'on définit, c'est un choix arbitraire, mais on a choisi que ça, c'était à l'extérieur. Donc à ce moment-là, C, il doit être orienté de cette façon-là ici, pour être orienté positivement. Donc, pourquoi? La façon que moi je l'ai compris, que j'aime l'expliquer, c'est la façon suivante. Donc, on peut s'imaginer si on avait un petit bonhomme qui marchait le long de la courbe C. Donc ça, c'est notre petit bonhomme. Et là, il marche le long de la courbe ici, dans le sens de la courbe. Et il doit marcher avec son bras gauche qui est étendu en haut de la courbe. Donc ici, ça c'est son bras gauche. Et en fait, il est présentement dos à nous, donc je vais lui dessiner des cheveux. Donc ça c'est ses cheveux, il est dos à nous et il a une belle coupe de cheveux. Donc ça c'est notre bonhomme. Puis en fait, s'il marche sur la courbe ici, son bras gauche, on voit bien qu'il est par-dessus la courbe. Et il marche en sens de la courbe. Puis là, en fait, être orienté positivement, c'est ça le dernier élément, c'est que sa tête, elle pointe par en haut. Donc, lui, il est debout comme ça. Et c'est compatible, c'est dans le même sens que l'orientation qu'on a donnée sur S. Donc, peut-être par contraste, pour bien saisir la situation, si ça, c'est notre courbe C, pour la même surface S, et qu'on l'avait noté, on l'avait orienté de l'autre façon. Donc ici, ça tourne dans ce sens-là. Je ne vais pas redessiner la surface S en bleu, mais on peut s'imaginer qu'elle est par-dessus ici, comme ça. Si notre bonhomme, il marche cette fois-ci, comme ça, et là, en fait, pour marcher dans la direction de la courbe qu'on a orientée, il faudrait que il nous fasse face. Donc, je ne sais pas si je peux... Ah ouais, je peux juste enlever sa tête. Donc maintenant, il est face à nous et il nous fait un beau sourire. Donc, vous voyez que s'il marche comme ça sur la courbe, maintenant qu'il est face à nous, en fait, ça c'est son bras droit. Donc D,
Ça ici, c'est son bras gauche. Ici, on avait son bras gauche et son bras droit. Donc, en ce moment, il ne respecte pas la consigne de marcher avec son bras gauche au-dessus de la surface. Donc, en fait, il n'a pas le choix de marcher à l'envers. S'il veut marcher absolument avec son bras gauche, donc s'il a la tête par en bas, il réussit encore à s'ouvrir. Donc ça, c'est son bras gauche maintenant. Et s'il étire, il va maintenant avoir son bras gauche au-dessus de la surface. Donc il marche comme ça. Et son bras gauche est par-dessus la surface. Donc en fait, sa tête, dans quelle direction qu'elle pointe? Elle pointe par en bas. Et ça ne correspond pas à l'orientation qu'on avait donnée à notre surface, qui était N par en haut ici. Donc ça, c'est N. Donc ça, quand on a cette situation-là, c'est correct, ça peut arriver, mais on va quand même dire qu'en fait, C est orienté négativement. Ici, C est orienté positivement parce que, en fait, les règles, c'est que le bonhomme, il parcourt la courbe dans le sens de la courbe avec son bras gauche étendu par-dessus la surface. Et si sa tête pointe dans la même direction que le vecteur normal, à ce moment-là, c'est orienté positivement. Donc, l'orientation de la courbe, elle est compatible avec l'orientation de la surface. Ici, pour être compatible, ici, en fait, c'est pas compatible parce qu'il marche, si la courbe est orientée dans ce sens-là, pour respecter les règles de parcourir la courbe dans ce sens-là avec son bras gauche, il n'y a pas vraiment le choix d'être la tête par en bas. Et là, à ce moment-là, c'est une orientation négative. Puis peut-être une dernière remarque, tant qu'à avoir fait toute cette discussion-là, on est rendu presque au bout, donc on est aussi bien finir comme il faut. Je pourrais, ici, ça c'est une orientation négative, mais il n'y a rien qui m'empêche d'avoir défini ma surface S, son vecteur normal différencié un choix arbitraire. Donc là, on avait choisi par en haut. Ici, j'aurais pu dire que ça, c'était l'orientation de ma surface S. Donc, à ce moment-là, la courbe S est orientée par en bas. On va considérer que ça, c'est son intérieur et qu'en haut, ici, c'est son extérieur. Donc, dans ce cas-ci, la courbe compatible avec cette orientation-là, c'est effectivement la bonne. Donc, ça, c'est orienté positivement par rapport à la surface S dans ce cas-là. Donc ça couvre pas mal toute la discussion qu'on peut avoir sur les surfaces et leur orientation de leur courbe. Et là, donc ça ici, c'était pour jaser de notre hypothèse. Et c'est essentiellement la raison pourquoi on a ça, c'est que c'est l'hypothèse pour le théorème de Stokes. Donc c'est le setup qu'il faut avoir. Après ça, on nous donne aussi F, un champ vectoriel, qui est égal au rotationnel d'un autre champ vectoriel E ici. Donc ça va. Et en A, on nous donne lambda, qui est le champ vectoriel, une forme associée au champ vectoriel E. Et on nous donne oméga, qui est la deux formes associées à F. Et après ça, on nous demande de vérifier, en fait, à l'aide de ce que vous avez fait en devoir, qu'on a cette égalité-là ici, que la dérivée extérieure de lambda, c'est égal à oméga. Donc, essentiellement, vous avez déjà tout fait le travail dans votre devoir. Ici, ça va juste être de réécrire et d'utiliser votre résultat. Donc, on va le faire quand même. Ça va nous mettre un peu dans le bain pour le numéro B. Donc, ici, je peux peut-être rappeler les différentes égalités qu'on a. Je vais enlever ce point-là ici, il m'énerve. OK. Donc, on a un champ vectoriel E qui est égal à E1I, E2J, E3K. Et on lui associe lambda qui est une forme parfait. Et là, on a F qui est égal
en fait au rotationnel de E. Donc le rotationnel d'un champ vectoriel, c'est encore un champ vectoriel par rapport à la divergence qui nous donne une fonction scalaire. Et ici, je pense une façon, on pourrait noter ça F1 I, F2 J et finalement F3 K, donc les trois composantes de notre champ vectoriel. Et chacune de ces composantes-là, en fait, sont égales à puisqu'on a l'égalité ici, on pourrait dire que ça c'est égal, non, c'est pas ça que je veux faire, où F1 est égal à le rotationnel de E, c'est sa première composante, donc on peut prendre le produit scalaire avec I et on fait ça pour les autres aussi, là. Donc je vais l'écrire rapidement. Et ici, on lui associe oméga, et là, ça rentre pas. Donc, je vais peut-être juste tasser tout ça ici, puis je vais le descendre tant qu'à faire. Donc, on va descendre ça ici. Ici, oméga, c'est le champ, c'est la deux formes associées à ça ici. Donc, comment c'est défini? Ça, c'est F1 dy wedge dz, F2 dz wedge dy, plus F3 dx wedge dy. Donc ça, c'est toutes nos hypothèses. On les a réécrites. Puis maintenant, ben, en fait, j'essaie de voir qu'est-ce qu'on va voir. On voulait montrer, j'ai oublié ce qu'on voulait montrer. Ah, c'est ça, d lambda est égal à oméga. Donc, d lambda, là je vais réécrire lambda ici. Donc on a E1 dx parfait. Après ça, là on va utiliser le résultat de votre devoir. Donc ici votre devoir, on voit, c'était le 5b. Donc la différentielle extérieure d'un champ vectoriel F1 a fait d'une forme F1 dx, F2 dx, F3 dz est égal à le rotationnel de ce champ-là en la première de chacune des composantes, dy dz, dz dx, dx dy. Donc en fait ce qu'on voit c'est que dans notre problème à nous, avec notre notation, pardonnez-moi, en fait, il faut juste remplacer les F, I par des E, I et des ici. Enfin, on remplace F par E et c'est le même résultat. Donc, je vais employer ce résultat-là ici sans le démontrer. Donc, ça, c'est égal à rotationnel de E1, de E, fois I, avec dy, dz. Oups. Je vais mettre mes petits chapeaux vecteurs. Ça, c'est Y. Et finalement, donc ça, c'est le résultat de votre devoir. Ici, on peut réécrire ça. On tourne un peu autour du pot.
Donc ça, par la définition de F2, c'est ce qu'on a ici. On l'avait posé égal à ça. Eh bien, en fait, ça, c'est la définition de notre oméga. Donc, je récapitule rapidement là, les différentes étapes qui s'est passées. Donc, ici, tout ce que j'ai fait, ça, c'est définition de lambda. Notre lambda, on l'a en haut ici. J'ai juste réécrit lambda tel qu'on connaît. Après ça, ça, c'est résultat que vous avez démontré en devoir. On l'a réécrit tel quel en changeant les F pour des E. Après ça, ici, ben, ça c'est définition de F. Et finalement, ben, ça c'est définition de lambda, de oméga. Donc, on a montré l'égalité qu'on voulait montrer. Il n'y avait rien d'autre à faire que ça. Donc ça, ce résultat-là, en fait, on va l'utiliser pour démontrer le théorème de Stokes. Peut-être que rapidement, on rappelle le théorème de Stokes. Pour ce faire, on va utiliser mon dessin en haut ici. On n'aura plus besoin du bonhomme. Donc, je vais enlever le bonhomme sans enlever trop d'autres éléments. Donc, ça, c'est notre courbe C. Elle est orientée positivement par rapport à l'orientation de S. Donc, on peut appliquer le théorème de Stokes. Puis le théorème de Stokes, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est que si tu es en train d'intégrer sur une courbe C un champ vectoriel, en fait, on va l'appeler E. Donc ça, c'est l'intégrale, c'est le travail d'un champ vectoriel le long d'une courbe. Ben, si tu préfères, tu peux intégrer le rotationnel de ce champ vectoriel-là sur la surface S. Donc, ça va dans les deux sens. Si tu as une intégrale ici sur une surface, tu peux intégrer juste le champ vectoriel sur la courbe ou le contraire. Donc, ça, c'est le théorème de Stokes. Dans le langage ordinaire du calcul différentiel, on va peut-être le descendre en bas. C'est pas ça que je veux. Je voulais juste la porter ici pour qu'on l'aille en tête quand on va l'écrire dans le langage des formes. Parfait. Fait que je vais partir du côté droit de l'égalité. Je vais partir de... Oups, ça va devoir... ici. Et je vais m'en aller jusqu'à là. Donc, il n'y aura pas d'astuce ni de calcul. Ça va être simplement des changements de notation puis des définitions, des égalités qui découlent de définitions. Donc, l'intégrale sur C de lambda, dans le fond, ça ressemble à l'exercice 3. Ici, je vais écrire qu'est-ce que lambda vaut. C'est E1 dx plus E2 dy plus E3 dz. Là, ici, je vais encore réécrire. Je vais juste faire quelque chose ici. Supposons qu'on a E1 dx. En fait, pas supposons qu'on a. On a ça. Je peux multiplier par 1. Donc, je multiplie tout ça par 1. Et là, le dt qui est en bas là, en fait, je peux le distribuer sur chacun des termes. Je vais l'écrire un peu plus proprement. À ce moment-là, j'ai plus besoin de l'avoir à l'extérieur. Et qu'est-ce qu'on remarque? Donc ici, si notre paramétrisation de notre courbe
C, c'était la fonction R suivante qu'on va noter comme ça. Donc, ce que je suis en train de faire, en fait, on l'a déjà fait. C'est juste que, tant qu'à faire, je vais le... Il n'y a presque rien là, à démontrer là, ici pour les égalités qu'on va faire. Donc, je vais mettre un petit peu de jus. Et ici, en fait, R' de t, ça va être X', je vais omettre les t, Z'. Et en fait, qu'est-ce qu'on retourne, qu'est-ce qu'on remarque? Ça, c'est R. Ça ici, c'est X'. Ça ici, c'est Y'. Et ici, on a du Z'. Et ça, c'est les composants de E1, E2, E3. Donc, tout ça pour finalement dire que ce que j'observe ici, en réalité, qu'est-ce que c'est? C'est le champ vectoriel. Ben, le vecteur, ici, on l'évalue à un point. Donc, ça nous donne un vecteur, produit scalaire avec R' de t, le tout dt, donc j'ai mon petit dt là, qui est au bout là. Et donc ici, ça c'est juste un changement de notation si on veut. Même la pseudo-preuve que je viens de faire, en réalité, c'est plus de l'abus de langage que d'autres choses. Donc ici, on y va là. Et encore une fois, je réécris. Donc ça, c'est la définition qu'on a pour faire le calcul. Donc c'est la définition pratique pour être capable de faire ressortir des chiffres, avoir des calculs. Mais si on veut juste dénoter le travail de E le long de la courbe, l'intégrale d'un champ vectoriel, souvent on note tout simplement de même. Donc ici, j'ai juste mis une version plus compacte, mais c'est la définition. Donc souvent, on part de là et là, on trouve une paramétrisation. Ensuite, on est capable de développer. Et là, la raison pourquoi que je nous ai apporté dans cette forme-là, c'est que c'est la forme pour appliquer le théorème de Stokes. Donc maintenant, j'applique le théorème de Stokes. Je suis en train d'intégrer un champ vectoriel le long d'une courbe, mais Stokes me dit, ben, tu peux intégrer son rotationnel sur la surface qui est associée à cette courbe-là. Donc ici, à ce moment-là, on a ça comme notation. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Tout ça ici, en fait, c'est donc tout ça ici, je vais l'écrire à côté. C'est en fait f, parce qu'on a défini f est égal à précisément le rotationnel de E, et l'intégrale d'un champ vectoriel f sur une surface, on a vu que c'était, on l'avait défini comme ça ici, donc j'utilise la notation de l'exercice 4, du dv, et finalement, dans l'exercice 4 aussi, on a défini, si vous voulez, que ça ici c'est oméga sur l'intégrale de oméga sur la surface S. Et finalement, la dernière étape, en fait, c'est ce qu'on a prouvé en A. On a démontré cette égalité-là. Donc, on a terminé. Je vais réviser les différentes étapes. Mais essentiellement, ce qu'il faut voir, c'est que je suis parti d'ici, je me suis rendu là. Donc, si on réécrit peut-être en comparaison, ça pourrait être intéressant. On va le mettre en dessous ici, juste pour le comparer. Tout ça ici, on n'en a pas vraiment besoin. Ce sera pas long. OK. Donc, on peut aussi le réécrire dans une autre formulation. Donc, l'intégrale de lambda. Et vous voyez que c'est beaucoup plus économique. Donc, vous vous dites peut-être que c'est beaucoup de travail pour
simplement une économie de notation, mais on voit clairement qu'est-ce qui se passe. Ici, c'est pas clair qu'est-ce qui se passe, mais avec la différentielle, c'est vraiment intéressant de l'écrire comme ça. Et même ce qui peut être encore plus intéressant, c'est si on utilise la notation pour le bord de S. Donc, on peut voir l'opérateur, le del, qui peut prendre, là, je passe ça vraiment vite, là, mais on peut prendre une surface et lui associer son bord. Donc, en fait, je vais le faire de même, là, mais on peut avoir un opérateur qui prend des objets, des variétés, donc en particulier une surface, et qui nous redonne leur bord. Donc, on pourrait l'écrire comme ça, qui est une sorte de dérivation, si vous voulez. Et à ce moment-là, on voit que c'est quand même intéressant. Donc, le prix à payer ici, si on part de l'autre côté, c'est qu'on intègre la dérivée extérieure d'une forme sur une surface. Là, on peut intégrer sur le bord de cette surface-là, donc entre parenthèses, la dérivée de cette surface-là sur la forme originale avant qu'elle soit dérivée. Donc ça, c'est le théorème de Stokes réécrit. Et c'était quoi les étapes pour y arriver? Donc la première égalité ici, ça c'était lambda. Donc ça, c'est rien d'autre que définition de lambda. Après ça, c'est l'écriture que j'ai effacée en bleu, qui était là il y a quelques instants. Donc ici, on pourrait dire réécriture. Ici, on pourrait dire notation, c'est juste un changement de notation, mais la signification est la même avec la ligne précédente. Ici, là, c'est ce qu'on a appliqué le théorème de Stokes dans le calcul, dans le langage du calcul intégral ordinaire. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est définition de f. Maintenant, ça aussi, ça c'est, on peut dire encore notation. Donc, ça ici, c'est une notation qui veut dire intègre de cette façon-là. Ça, c'est la façon qu'on a pour intégrer. Finalement, ici, on pourrait dire que ça, c'est exo 4. Donc, la définition de l'exo 4, on pourrait essayer, on va l'écrire comme ça, définition exo 4. Donc, ceux qui ont bien compris l'exercice 4, en fait, on a travaillé sur ce passage-là. Et ici, là, il faut se rendre compte que notre oméga, il était bien défini. Là, il était défini exactement comme ça ici. Ouais, c'était plus haut? Ouais, c'est ça ici. On l'a défini. Donc, ça, c'est oméga. Et c'est la même définition qu'on a utilisée là, pour travailler dans l'exercice 4. Et à la fin, tout ce qu'on a fait, ça, c'est égalité. C'est numéro le 5A, en fait. Donc, c'est ce qu'on venait, ça, on l'a démontré. Essentiellement, c'est le 5A, c'était votre devoir. Et c'est ça. Donc, il n'y a plus rien d'autre à dire. Et on se revoit la semaine prochaine pour un autre TP. Au revoir.